Georges Vigarello, le sport est à la fois un miroir social, ce qui est une proposition déjà complexe, et un lieu d'idéalisation. Mais pour comprendre cela, il faut peut-être d'abord définir le sport. Qu'entend-on par sport et montrer la différence qu'il y a entre cette pratique moderne et des pratiques plus anciennes? Oui, je crois qu'effectivement, il faut le définir parce que très souvent, dans le quotidien, on entend par sport toutes les activités physiques. Alors qu'en fait, l'originalité de ce qui s'est produit à la fin du XIXe siècle et qui a été, entre autres, à l'origine des Jeux Olympiques de 1896, les premiers Jeux Olympiques, ce qui s'est produit à la fin du XIXe siècle, c'est quelque chose de très particulier. C'est une véritable organisation des pratiques compétitives. Alors, comment définir et décrire un petit peu mieux ce genre de pratique? Premièrement, il s'agit, effectivement, tout le monde le sait, tout le monde le voit, le sent, il s'agit de pratiques qui sont celles d'affrontements, de compétitions réglées, dans lesquelles l'investissement physique est premier. C'est-à-dire des courses, des sauts, etc. Mais la véritable originalité, elle est double. Elle est d'une part dans le fait que ces pratiques ont été organisées par des institutions qui ont pris en charge leur mise en activité, si vous voulez, dans le public et dans la diffusion, c'est-à-dire, par exemple, des clubs, des associations, des fédérations, des gens qui se sont réunis en finançant avec leurs propres deniers la possibilité d'organiser et de faire qu'existe cette pratique sur un mode plus collectif, sur un mode plus diffusé, de façon à ce que les rencontres, par exemple, aient des résonances, à la fois au niveau local, ensuite au niveau régional, ensuite au niveau national. Ça, je trouve que c'est la première particularité. Ce n'existait pas, ce genre de pratique auparavant. Même si les pratiques ludiques existaient, on va y revenir, bien sûr. Et la deuxième caractéristique, c'est que dans cette organisation pouvait entrer qui le souhaitait. Autrement dit, il s'agit d'un dispositif qui est démocratique et qui ne pouvait véritablement exister qu'avec les sociétés démocratiques, avec des sociétés qui considèrent que les individus sont égaux et qu'ils ont le droit de participer aux activités qui concernent tout le monde. Donc, un mot, création de clubs au niveau local, d'associations à un niveau un peu plus qui sont régionales, de fédérations au niveau national, avec une sorte de vision finalement pyramidale du dispositif. Et deuxièmement, possibilité à tout le monde d'inscrire et de participer. Alors bien sûr, c'est beaucoup plus complexe. Le souhait de voir une mise en place démocratique pendant très longtemps reste un souhait. Et il y a des distinctions très fortes, ne serait-ce que parce que l'accès, par exemple, au club, dans certains cas, n'est possible que si les participants financent à des degrés relativement hauts leur propre participation. Donc vous avez, à la fin des années 80, vous avez des différences très fortes entre des spécialités sportives qui, au fond, sélectionnent, en définitive, pour des raisons d'argent, des pratiquants qui sont fortunés et des spécialités qui sélectionnent des pratiquants qui sont moins fortunés. Mais au fur et à mesure, l'idée démocratique est quand même centrale, si vous voulez. Et au fur et à mesure que la pratique se développe, ce système de démocratisation s'est accéléré. Donc la coupure ici, c'est entre, grosso modo, entre l'ancien régime et les nouvelles sociétés démocratiques et égalitaires qui naissent à la fin du XVIIIe siècle. Oui, je crois qu'on peut dire les choses comme ça. On peut dire les choses comme ça, à la nuance près que l'institution sportive proprement dite, à partir du projet à la fois administratif, si on peut dire les choses comme ça, et en même temps démocratique, cette institution sportive, à partir de la Révolution française, a mis du temps à s'installer, pour prendre l'exemple de la France. De la même manière que si on prend l'exemple de l'Angleterre, elle a mis un peu moins de temps à s'installer, mais elle n'est véritablement émergée en Angleterre que dans la deuxième moitié du 19e, vous voyez. Alors je crois qu'il faut ajouter deux, trois indications supplémentaires pour bien comprendre à la fois ce qui caractérise la pratique sportive et ce qui en fait finalement le contexte. C'est qu'une pratique sportive, avec le projet dont nous venons de parler, c'est-à-dire un projet qui consiste à diffuser, à répandre les compétitions à l'échelle d'une nation, voire à une échelle qui dépasse la nation, ces pratiques ne peuvent véritablement s'installer qu'à un certain nombre de conditions. Première condition, il faut que l'espace soit disponible. On ne peut pas fonctionner avec une visée sportive telle qu'on l'entend dans le monde contemporain si on n'a pas l'appropriation de l'espace. La vieille société des terroirs, on va revenir sur le jeu dans un instant, mais la vieille société des terroirs qui, précisément parce qu'elle était une société d'enclavement,
Cette vieille société, c'était une société où les jeux avaient des caractéristiques locales. Par exemple, la balle, dans des jeux de balle, elle est différente d'une vallée à l'autre. Le règlement est différent d'une vallée à l'autre. Quand vous avez le projet sportif et sa diffusion de règlement, vous ne pouvez véritablement aboutir que si l'espace est totalement disponible. Ça, c'est une première condition au-delà de la démocratisation dont je parlais. Donc il y avait une interpénétration des espaces. Interpénétration des espaces, rapidité des communications, simplification des communications. On voit très bien comment, au fur et à mesure qu'avance, par exemple, une ligne de chemin de fer, les clubs s'installent, voyez-vous. Bon, ça se diffuse. Je ne dis pas que le chemin de fer est indispensable et incontournable, mais c'est quand même un élément très important. Alors, il y a aussi une deuxième, une fois qu'on a dit démocratisation, communication, etc., il y a une autre condition qui me paraît très importante, c'est celle qui porte sur le temps. Il faut que dans une société existe, de manière quasi officielle, explicite, visible, un temps qui soit un temps objectivement séparé du temps du travail. Dans la société ancienne, existaient les fêtes, les villages organisaient des jeux en fonction des fêtes patronales, par exemple, ou les nobles organisaient des jeux en fonction des grandes fêtes privées que sont mariage, naissance, etc. Ce qui s'est produit avec la société industrielle, c'est qu'elle a été créatrice d'un temps spécifique, séparé du temps de travail, visé comme temps de repos, visé comme temps de récupération, bref. Il y a une sorte de mathématisation, d'organisation extrêmement rigoureuse d'un temps chiffré de travail qui crée, du coup, un temps chiffré de loisir. Il y a une invention, finalement, du loisir. Et c'est cette invention du loisir qui est un des éléments extrêmement importants pour comprendre l'apparition du sport. Invention du loisir que l'on peut faire remonter, en gros, au milieu du XIXe siècle. Alors entendons-nous bien, ça ne veut pas dire que la société ancienne n'avait pas de loisirs, les nobles avaient des loisirs. Mais la société industrielle institue, vous voyez, un temps de travail calculé et donc un temps extérieur également calculé. À quoi il faut évidemment ajouter que ce temps extérieur, il n'est pas très important. Au début de la société industrielle, il est même relativement restreint. Travail de 10 heures par jour, parfois de 12 heures par jour, travail des enfants. Mais là encore, ce qui s'installe, c'est insensiblement une conquête. C'est-à-dire qu'avec les décennies du 19e, le temps de travail va insensiblement se réduire. Et surtout, au 20e, il va se réduire. Les 8 heures de travail engagent, bien sûr, un temps libre, le dimanche, une partie parfois de la semaine, le soir, l'entreprise. Toute cette idée entraîne un dispositif dont on parle peu et qui me semble personnellement très important pour comprendre la pratique sportive. C'est que la création du loisir, à la fois suscite la possibilité de pratiques nouvelles et en même temps suscite la possibilité de se préparer pour ces pratiques nouvelles. Donc il y a une notion qui devient centrale et qui est une notion d'entraînement. Parce que, au fond, l'analyse classique de Marx, qui voit dans le temps libre simplement le temps pour la reproduction de la force de travail, c'est peut-être donc trop réducteur. Je pense que c'est réducteur. Évidemment, on ne va pas discuter ici les analyses, reconnaissons-le, assez géniales finalement de Marx sur un ensemble de problèmes extrêmement variés, mais c'est incontestablement réducteur, cette vision selon laquelle tout est fait pour écraser en quelque sorte, c'est réducteur. Tout est fait bien sûr pour que le travail soit productif, mais dans cette visée même d'un travail productif, il faut créer un espace de temps. Vous voyez, il y a une invention du temps. C'est très important ça. Il faut créer un espace de temps qui permette un certain nombre de pratiques. Un certain nombre de pratiques, ne l'oublions pas, dans lesquelles, bien sûr, peuvent s'engouffrer de véritables industries de loisirs. Et on le verra plus tardivement. On le verra à partir de la Première Guerre mondiale, entre deux guerres, et surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Donc si on se place du point de vue de la distinction du temps, de l'espace, et puis des pratiques de sociabilisation, c'est ça qui est important. Donc absolument. Le monde ancien, oui. donc le monde de l'Ancien Régime, oui. se caractérise par des rapports en particulier hiérarchisés. Comment penser cette hiérarchisation ? Ce que vous venez de dire me paraît effectivement très important. Je crois qu'il y a 3 grands repères anthropologiques, c'est-à-dire anthropologiques au sens qui renvoient à l'organisation de l'humain, si vous voulez. Il y a 3 grands repères anthropologiques qui permettent de bien comprendre à la fois ce qu'est le jeu ancien et ce qu'est le sport moderne. Ces 3 grands repères anthropologiques sont le temps, l'espace et la sociabilité. Commençons par le dernier, la sociabilité. La sociabilité, c'est-à-dire la relation entre les gens. La sociabilité d'Ancien Régime, tout le monde le sait, mais encore faut-il voir quelles en sont les conséquences au niveau des jeux.
la sociabilité d'Ancien Régime, c'est une sociabilité très inégalitaire. C'est-à-dire que le noble ne joue pas avec le bourgeois ne joue pas avec le populaire, la femme ne joue pas avec l'homme. C'est comme le commensal, c'est comme celui avec lequel on partage son repas. Bien c'est sûr, aussi marqué dans les différences. C'est extrêmement marqué. Vous avez tout à fait raison. La table distingue, je dirais, la génération adulte ne joue pas avec la génération enfant, etc. Or, qu'est-ce qu'invente la société démocratique ? Au contraire, c'est la participation possible de tous. Mais cela dit, revenons à la société hiérarchique. Ça entraîne des conséquences considérables, ce type de sociabilité. Ça veut dire, par exemple, que les nobles ont des jeux, et que ces jeux ne sont pas les jeux du populaire. Alors, quels sont les jeux des nobles ? Immédiatement inspirés de l'art guerrier. Et entre autres, par exemple, ce qui symbolise la force virile, donc le jeu de l'homme, la force virile du noble, la lance, par exemple. Vous voyez, avec l'imaginaire de la chevalerie prolongée, si vous voulez. Donc, ce sont des jeux de lance, des jeux de bagues, des jeux où on essaie avec le cheval de faire passer la lance dans une bague, et on calcule les coups, etc. Ce sont des jeux qui portent sur le fait que la lance doit renverser un centre de tête, etc. Mais restons un instant sur ce type-là. Que veut dire une société inégalitaire ? Ça veut dire que, par exemple, les nobles ne jouent pas avec les bourgeois, nous l'avons dit, n'insistons pas. Mais ça veut dire qu'aussi, au niveau de la participation des nobles, la sociabilité a un certain nombre de conséquences. Par exemple, lorsque les équipes s'organisent, elles ne s'organisent pas d'une façon ouverte dans le jeu de bagues. Ce sont les grands nobles, je veux dire les grands seigneurs, qui organisent leur propre équipe et qui, en fonction de leur financement, peuvent avoir plus ou moins de personnes compétentes pour participer, plus ou moins de personnes susceptibles de marquer de façon ostensible, à travers les parures, la richesse du noble qui entretient l'équipe. Et donc d'emblée, avant même que le jeu commence, on voit qu'il y a de la différence qui peut avoir des conséquences sur le jugement, l'évaluation et le prix. Continuons. Non seulement le seigneur, je dirais le seigneur de la guerre, pour aller vite, en fait c'est le seigneur courtisan. Non seulement le seigneur courtisan peut avoir des possibilités supérieures à l'autre pour organiser son équipe, mais en plus, de façon quasi perverse, dans le règlement, on se donne la possibilité, et ça c'est des règlements que je trouve passionnants quand on les compare au règlement d'aujourd'hui, dans le règlement, on se donne la possibilité de laisser une petite place à une évaluation qui va privilégier le noble le plus, disons, ostensiblement remarqué. Quelles sont ces possibilités ? Je vous donne un exemple. Dans tel carrousel de nobles, 1660, sous Louis XIV, pour prendre un exemple qui évidemment est à la fois arbitraire, mais en même temps illustratif, dans telle compétition de nobles, il y a un tir au pistolet. Et donc le jeu consiste à atteindre une cible de manière la plus centrée. En l'occurrence, ce serait par exemple celui qui met le pistolet entre les deux yeux de la cible. Bien. Là, c'est indiscutable. Donc vous avez un vainqueur qui sera celui ayant, comme je le disais à l'instant, approché le plus le centre. Bien. Mais vous avez une autre possibilité. Un prix sera donné à celui qui a effectué la course et le geste avec le plus d'élégance. Même si la balle a pu errer sur le champ du carrousel. Et à qui, je vous le demande, va être donné le second prix ? Évidemment, à celui qui est le plus noblement marqué. Voyez ? Donc l'inégalité est sourdement présente dans l'ensemble des jeux. Et ça me paraît très important. On peut multiplier les exemples. On peut en donner un autre très rapidement sans trop s'attarder sur la question, même si la question est parlante. On peut en donner un autre. Lorsque les sociétés bourgeoises s'organisent en sociétés de tir au XVIIe et au XVIIIe siècle, avec des fêtes bourgeoises qui, en quelque sorte, mettent en évidence le milieu bourgeois d'une ville, les échevins. Lorsqu'ils s'organisent en société de tir, la société n'est pas du tout organisée comme le club le sera à la fin du XIXe. La société de tir, elle est obligatoirement en position, je dirais, de dépendance de l'échevinage. Et c'est l'échevinage qui nomme le capitaine de la société de tir. En l'occurrence, ça ne peut être qu'un noble. Et le capitaine a des avantages, c'est celui qui tire le premier, etc. Vous voyez ? Donc l'inégalité se diffuse de façon extrêmement élargie dans le dispositif des jeux anciens, ce qui me permet d'ajouter encore une chose, parce que c'est quand même très important, c'est que ce jeu, contrairement à ce que l'on croit, est extrêmement présent dans la société ancienne.
Je pense là par exemple à un grand sociologue allemand, Norbert Elias, qui a à la fois été sociologue du sport et sociologue de la société de cours, et qui montre comment au XVIIIe siècle il y a cette confrontation entre une aristocratie qui conçoit le sport comme pure dépense, et en face une bourgeoisie montante qui le conçoit en termes presque d'investissement en vue d'autre chose. Alors, est-ce qu'on peut voir cette transformation dans le rapport aussi, je dirais, à l'avenir, par exemple au progrès ? Alors, effectivement, vous avez tout à fait raison de citer Norbert Elias. Je pense qu'il y a deux choses chez lui et qui me paraissent assez fondamentales dans ce fameux livre Sport and Excitement, c'est le fait de s'exciter. Je crois qu'il y a deux choses. Il y a ce que vous dites, à savoir que dans les pratiques sportives anciennes, le simple dispositif d'inégalité fait que ceux qui sont dans une position, appelons-la dominée, pour reprendre les termes des sociologues d'aujourd'hui, ont tendance à investir le jeu pour essayer de s'affranchir de la domination et apparaître comme plus affirmé que le dispositif social semble le montrer. C'est le cas des fameuses sociétés des tirs dont je parle. C'est-à-dire que l'avocat qui tire dans la fameuse société, mettons à Besançon en 1750, il tend à la fois dans la manière dont il s'investit dans l'armement, dans sa tenue, dont il s'investit dans le temps qu'il passe pour ce jeu, il tend à essayer d'atteindre le prestige que peut avoir à travers ce type de jeu le noble qui y participe. Il y a ce premier phénomène, le jeu comme possibilité de mise en scène d'un déplacement social. Et il y a une deuxième chose que Elias montre très bien et qui me paraît personnellement très importante, c'est que le jeu, au fur et à mesure que la société occidentale évolue, permet de travailler sur un problème comportemental qui est extrêmement important et qui au fond, est celui de la relation à l'aspect quasi instinctuel, immédiatement spontané, immédiatement affectif de votre comportement. Alors ça veut dire quoi ? La société occidentale, pour pouvoir fonctionner avec des dispositifs sociaux de plus en plus complexes, avec des dispositifs, disons, techniques de plus en plus complexes, suppose que chaque individu accroisse le contrôle exercé sur son propre corps, c'est-à-dire ne fasse pas immédiatement apparaître de la violence. On ne règle pas les questions par des coups de poing, même si au Moyen-Âge on pouvait les régler, par exemple, vous voyez. Ça suppose aussi qu'il se contrôle dans les dispositifs sociaux, qu'il n'ait pas d'attitude hirsute, ça veut dire qu'il puisse contrôler sa parole, etc. Et Elias montre très bien comment les pratiques de jeu s'installent d'une façon à insensiblement gommer la violence, en aiguisant les règlements d'exigence à l'égard de la violence, en aiguisant les règlements d'exigence à l'égard de la sociabilité, par exemple, mieux constituer les équipes, etc. Et on voit très bien, quand on, à la fois, suit très simplement sur les gravures, les jeux, mais quand on les suit sur les règlements, on voit très bien comment les règlements effectuent ce que l'on pourrait appeler un polissage progressif des comportements. À quoi s'ajoute que ce polissage n'est intéressant qu'à partir du moment où il laisse quand même la place à ce fameux excitement. Il faut quand même qu'on prenne du plaisir. Il faut quand même qu'on laisse sortir de soi quelque chose qui est de l'ordre de l'instinctuel et de la passion. Et ce que Elias montre bien, c'est ce travail sur un équilibre indispensable entre la présence, je dirais, de l'instantané, incontournable et indispensable, et la présence du contrôle, aussi incontournable qu'indispensable. Donc il y a un mot-clé au fond dans tout cela, c'est le mot d'institutionnalisation. Le passage des jeux anciens aux jeux modernes comporte cette institutionnalisation. Comment définir cette notion d'institution dans toutes ses richesses, dans toute sa palette ? Oui, effectivement, vous avez raison, je crois que c'est un mot-clé. C'est un mot-clé parce que l'institution, elle va jouer sur plusieurs versants du comportement. Elle va jouer à la fois sur l'espace, sur le temps et sur la sociabilité. Alors expliquons-nous. Elle joue sur l'espace, si on parle du sport, cette fois, si on parle du sport, puisque c'est cette pratique qui a su trouver du temps, cette pratique qui est démocratique, etc., n'y revenons pas. L'institution, c'est celle qui a suffisamment de ressources, grâce à la participation de tous, grâce aussi dans certains cas au fait qu'elles parviennent à obtenir du financement à partir du centre, c'est-à-dire à partir de l'État. Ça, c'est une idée extrêmement importante. L'État n'a pas suffisamment d'investissement pour aider
les clubs, je dis clubs en mettant beaucoup de guillemets, pour régler les associations telles qu'elles existent dans le monde ancien, il n'a pas suffisamment de financement. De même qu'il n'a pas suffisamment de financement pour organiser l'école, le monde ancien n'est pas celui-là, pour organiser les hôpitaux, etc. Ce sont des initiatives privées. Or, l'État, par des systèmes d'appropriation progressifs, va pouvoir financer des pratiques qui ne sont pas des pratiques immédiatement de rendement et d'exploitation, ou qui ne le sont qu'indirectement. Donc il va pouvoir aider les fédérations, il va pouvoir aider les institutions. Ça aboutit à quoi ? Ça aboutit à l'institutionnalisation d'espaces séparés par rapport à l'espace quotidien, le stade, le gymnase, la piscine, qui sont des lieux d'organisation de la pratique, vous voyez, avec le fait, alors pour le contrôle, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est extrêmement important, avec le fait d'organiser les flux, avec le fait d'organiser les distributions des individus dans les espaces eux-mêmes. Le stade est une fabuleuse organisation d'espace, sur les tribunes, sur le quadrillage du terrain, etc. Là, il y a, à travers l'institutionnalisation, un véritable impact sur le relationnel. Deuxième jeu de l'institution, extrêmement important. L'institution va organiser dans le temps les épreuves. Elle va les hiérarchiser. Et là, vous savez, on le voit, il suffit de lire simplement les revues sportives. Vous lisez les revues sportives au moment où le sport apparaît à la fin du 19e, je pense par exemple les revues de cycle sur lesquelles moi j'avais beaucoup travaillé. Vous lisez les revues de cycle, c'était le Grand Bi en 1880, c'est la bicyclette en 1890, que vous disent les revues de cycle? Elles vous disent il y a une compétition à Bordeaux le 30... alors c'est plutôt l'été, donc mettons printemps-été, le 30 avril. Ah, il y a une compétition à Reims, le 30 avril. Il y a une compétition à Marseille, le 30 avril. Voilà ce que vous disent les revues de cycle. Et puis, avec les années, 85, les revues de cycle commencent à vous dire mais enfin, on ne peut pas multiplier des compétitions qui ont lieu dans des endroits différents, au même moment. Il faut organiser, il faut gérer au niveau national. Et donc, il faut avoir des programmes. Et on voit comment l'institution est amenée, pour que le dispositif puisse fonctionner, est amenée à structurer le temps. Non seulement elle structure l'espace, mais elle va structurer le temps. Et elle va précisément hiérarchiser des compétitions les unes à la suite des autres avec, comme je le disais tout à l'heure, des démarrages au niveau local, des sélections au niveau régional, ainsi de suite, n'y revenons pas. Mais vous voyez que ça suppose un travail institutionnel qui ne se fait pas d'emblée. Il faut qu'il y ait véritablement une maturation de l'institution. Et c'est très important d'organiser. Pourquoi ? Parce que ça a des conséquences au niveau du comportement. Les entraînements, l'organisation des rencontres, la connaissance des gens les uns par rapport aux autres, etc. Et puis, l'institution organise le relationnel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle secrète, qu'elle produit. Elle produit des règlements, elle produit des arbitres, elle produit des administrateurs, et elle produit quoi ? Eh bien, elle produit des sanctions. Elle produit le fait que ceux qui n'obéissent pas au règlement en question, il ne s'agit pas de tomber dans une vision, appelons-la, je ne sais pas, pénale du dispositif, mais ceux qui transgressent vont être véritablement sanctionnés. Alors, ça pose 1000 problèmes, mais l'institution est celle qui porte, vous voyez, à la fois de la gestion, du règlement, et évidemment de la sanction. C'est un problème très important, ça, cette sanction, parce qu'on voit qu'à travers la sanction se gère ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire l'organisation des comportements, la façon dont la sociabilité peut fonctionner et s'instituer. Mais c'est un problème très important parce que jusqu'où peut aller la sanction ? Par exemple, est-ce que l'institution, moi c'est un problème auquel je suis très sensible, est-ce que l'institution peut gérer l'ensemble des transgressions ? Est-ce qu'il n'y a pas des transgressions qui finalement sont tellement graves qu'elles sortent de l'institution ? Ça c'est un problème très 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 important. Et je pense que c'est un problème qui du coup relève d'une institution qui est située à un niveau supérieur, qui est tout simplement l'institution étatique. L'institution étatique, en dernier ressort, a la responsabilité de cet ensemble de problèmes que nous venons d'évoquer. Mais enfin, conclusion, on voit bien à quel point le dispositif institutionnel révolutionne, bouleverse complètement les pratiques telles qu'elles existaient avant le XIXe siècle. Il y a une
autonomisation, revendication d'un temps, d'un espace et de sociabilité propre, et en même temps, comme il y a une organisation, va se poser le problème de régenter ou de réglementer cet ensemble. Exactement. Va se poser le problème de réglementer cet ensemble, et on le voit très bien, vous savez, sur l'exemple qui est aujourd'hui extrêmement connu, et qui est précisément très compliqué, pour ne pas dire dans une certaine mesure contradictoire, c'est le problème du dopage. On voit bien comment les fédérations sportives, les fédérations d'athlétisme, haltérophilie, etc., ne peuvent pas parvenir à gérer seules ce type de questions. Il faut qu'elles soient aidées par ceux qui sont, pour prendre le cas du dopage, en responsabilité de la santé publique, c'est-à-dire l'État. Alors revenons à l'institutionnalisation, mais également quelque chose qui est très nouveau, original par rapport aux jeux anciens, à savoir des enjeux moraux, explicitement moraux, ce rapport du sport et de la morale. Effectivement, je pense que c'est un problème absolument central. Il faut, ne m'en veuillez pas, redisons un tout petit mot, rapide, très bref, de la société ancienne. Le jeu, au sens où nous en avons parlé, avec une dimension que nous n'avons pas évoquée, qui est celle du pari, puisque une grande partie du jeu ancien passe par le fait de parier. Par exemple, imaginons que nous ne nous entendions pas à l'instant et que nous disions on va parier tout à l'heure en sortant sur tel et tel type d'épreuve. Bon. Donc, le jeu, à travers les jeux de prix et les jeux de paris, dont je viens simplement de dire un mot, ce jeu est moralement considéré dans la société ancienne comme ambigu, ambivalent, pas totalement pur. Alors, il a un versant que l'on pourrait qualifier de positif, c'est-à-dire que tous les traités de jeu, et Dieu sait s'ils sont nombreux sous l'Ancien Régime, tous les traités de jeu disent le jeu est utile parce qu'il permet, au fond, de se divertir, de changer, de pouvoir récupérer par rapport au travail, d'avoir un temps de détente, etc. Mais en même temps, ils disent tous, le jeu est ambigu parce qu'il suscite de la passion, il peut susciter de l'affrontement, et il peut susciter de la transgression. Et cette transgression, comme l'institution est faible, cette transgression est souvent présente, voilà, avec parfois de la violence, des agressions, etc. Donc il y a toujours une vision ambiguë, moralement ambiguë, dans le dispositif ancien. Qu'est-ce qui se passe avec le sport et le dispositif nouveau ? Le sport, pratique de loisirs. Eh bien là, un discours complètement nouveau, et à mon avis très important, va s'installer, consistant à dire, mais cette pratique, elle peut être très importante parce qu'elle peut être formative. Et elle peut être formative précisément parce qu'il est possible de la contrôler. Précisément parce qu'il est possible de créer en quelque sorte un certain nombre d'intervenants qui jusque-là n'existaient pas, que sont, nous l'avons dit, les arbitres, mais que sont aussi les entraîneurs, les formateurs, etc. Et donc se crée dans ce dispositif sportif de la fin du XIXe siècle une sorte de vision, d'ambition totalement nouvelle, qui est, dans certains cas, suraccentuée par les pères du sport, dans une sorte de rhétorique absolument effervescente. Se crée cette vision selon laquelle la pratique que l'on vient d'inventer à travers son institutionnalisation, c'est une pratique qui peut former les individus. C'est une pratique qui peut les transformer, c'est une pratique qui peut les amener à non seulement mieux se contrôler, mais surtout à avoir des comportements moraux, c'est-à-dire respecter le règlement, respecter l'adversaire, avoir une sorte de vision, si l'on prend les textes de Pierre de Coubertin, avoir une sorte de vision de réussite de façon gratuite, pour le beau geste, vous voyez. Donc il y a là une sorte d'installation d'une rhétorique, à mon avis, tout à fait nouvelle et intéressante, parce qu'elle vise, à partir d'une pratique nouvelle, un type de moralisation également nouveau. Donc là, il faudrait mettre dans la continuité l'éducation sportive, l'éducation physique et le sport. Bien sûr. Alors là, il faut mettre en continuité, si vous voulez, les grandes visées éducatives que commencent à avoir même ceux qui recouraient au jeu. Je pense à Rousseau. Mais question très compliquée, il faut mettre effectivement en continuité la vision de la gymnastique. Parce que la gymnastique, ça, je crois qu'on ne l'étudie pas assez, invente aussi quelque chose de très important. Mais avant le sport, au début du XIXe siècle, la gymnastique invente une pratique complètement nouvelle
au début du XIXe siècle, à travers des auteurs qui ont laissé un nom, comme Clias, Amoros, Ling et quelques autres, inventent une pratique tout à fait nouvelle qui est laquelle? Qui est celle consistant à organiser des exercices dont la caractéristique est de distribuer des mouvements dans lesquels le corps se prend comme objet, à travers par exemple des mouvements sectoriels, des mouvements de bras, des mouvements d'épaules, des mouvements de jambes. Et très curieusement, je trouve que ce n'est pas assez étudié ce genre de problème. Très curieusement, cette pratique n'existait pas auparavant. Auparavant, les pratiques visaient un effet sur les choses, un effet sur les engins, un effet sur les objets, y compris par exemple la pratique du cheval, si vous voulez. Là, on se trouve face à des modalités d'exercice totalement nouvelles qui peuvent du coup, comme on sectorialise les parties du corps, qui peuvent du coup se construire en termes de séries. Par exemple, mouvement de bras, 10 mouvements de bras de tel type, 10 mouvements de bras de tel autre, ça donne des séries. Ensuite, des séries qui vont s'ajuster les unes par rapport aux autres, les mouvements de bras étant installés en continuité avec les mouvements du tronc, etc. Ne me faites pas rentrer dans trop de détails, c'est inutile. Mais ça aboutit à cette construction qui serait celle d'un passage entre l'alphabet, que seraient les mouvements limités, et la phrase ou le mot, que seraient les mouvements complexes. Et les auteurs le disent très bien, chez Amoros c'est très clair, vous avez les mouvements segmentaires, qui sont les mouvements de l'alphabet, et puis vous avez les mouvements composés, qui sont les phrases. Alors, vous me posiez la question d'éducation. On voit très bien ici que le projet peut être tout à fait éducatif. Il peut être celui d'une formation de l'individu à des mouvements adaptés, à des mouvements qui accroissent sa force. Il y a du coup des calculs, par exemple, très intéressants chez Amoros sur l'amélioration de la force avec des engins qui n'existaient pas au XVIIIe siècle, qui sont les dynamomètres, les calculs de la force musculaire. Donc vous voyez, on entre cette fois dans une vision que vous avez évoquée et que je n'ai pas, pour l'instant, suffisamment approfondie, qui est une vision du progrès, qui est une vision où l'individu peut, au fond, être confronté à des exercices qui, répétés un certain nombre de fois, peuvent améliorer les résultats auxquels il était parvenu. Et donc, le sport, qui apparaît en 1880, a à sa disposition, avec une vision qui, évidemment, est relativement différente parce qu'il est centré sur la compétition, mais le sport a à sa disposition un arsenal d'exercices, de mouvements, de séries que les gymnastes ont inventés au début du 19e. Pourquoi l'ont-ils inventé? Moi, je pense que cette invention de la gymnastique, qui une fois encore est d'une immense originalité et qui une fois encore n'est pas suffisamment travaillée par les historiens. Je crois que cette invention de la gymnastique est liée sans doute à un nouveau dispositif de travail, le travail industriel, avec sa sectorialisation de mouvements, avec son efficacité liée à des espaces extrêmement restreints, à des visions sur des efficacités quasi géométriques du mouvement. C'est lié sans doute aussi, comme Foucault d'ailleurs le montrait, à la nécessité de gérer des groupes extrêmement étendus et variés, auxquels on va demander des mouvements restreints pour mieux observer la façon dont il fonctionne. Vous voyez, il y a plusieurs raisons, mais en tout cas, il s'invente vraiment, au début du XIXe siècle, une pratique totalement nouvelle et que je trouve personnellement totalement anodinante aujourd'hui, mais extrêmement importante dans l'histoire. Alors, si on reprend sur cette double dimension du sport, à la fois reflet d'une société et lieu d'idéalisation, dans cette idéalisation, il y a aussi l'émergence de nouveaux mythes, de nouveaux récits, de nouveaux héros, par rapport aux mythes et aux héros anciens, par exemple. Oui, alors sur cette idéalisation, il se passe des choses qui sont tout à fait fondamentales, vous avez raison. La première, c'est le sport peut donc être, nous l'avons dit, n'insistons pas, le sport peut être une pratique moralisée, formative, susceptible à la fois de transformer les individus, mais aussi de faire en sorte qu'ils s'entendent mieux ensemble, etc. Voilà. Il se passe autre chose également, qui est lié cette fois à ce que nous disions tout à l'heure, à savoir la démocratisation des pratiques. Il se passe autre chose. C'est que dans la façon dont le sport s'institutionnalise, en sélectionnant finalement les pratiquants et en faisant émerger les meilleurs par rapport aux autres, eh bien,
c'est qu'il se passe, au fond, un ensemble de résultats, d'événements, de mise en place. Il se passe quelque chose qui est complètement original et qui est le suivant. Au bout du compte, la compétition fait émerger celui qui est le meilleur, mais dont l'originalité est qu'il est le meilleur après s'être confronté à tous ceux qui voulaient participer. Donc le meilleur n'est plus du tout issu d'un dispositif sélectif biaisé, mais tel qu'on pouvait le connaître dans la fameuse compétition d'Ancien Régime dont je parlais tout à l'heure, n'est plus du tout issu d'un système de compétition biaisé, mais est issu d'un système de compétition ouvert où, apparemment, tout le monde est mis dans la même situation, avec une égalité de chance. À quoi s'ajoute que cette égalité de chance est confrontée dans un système où existe un règlement, connu de tous, et dans un système où existent des arbitres reconnus de tous. D'où le résultat de la compétition, qui consiste à désigner le meilleur, c'est un résultat qui, au fond, symbolise l'idéal démocratique de nos sociétés, c'est-à-dire ceux qui sont les meilleurs après une confrontation toutes armes égales, ce qui n'était en rien la caractéristique de l'Ancien Régime. Alors ce problème, il est beaucoup plus profond qu'on l'imagine. Parce que, sortons du phénomène sportif, et prenons des exemples en dehors de l'institution sportive. Qu'est-ce qui se passe sous l'Ancien Régime ? Il s'agit de nommer un attaché d'ambassade, je ne sais pas, à Berlin en 1760. Que fait-on ? On choisit le noble le plus connu, qui parvient à avoir quelques entrées, qui dans certains cas achète même son office, etc. Vous voyez, vous avez aussi des achats d'office pour des avocats, par exemple. Ils achètent, bon. Qu'est-ce qui se passe en 1860 ? Il y a des concours. Autrement dit, ce qui se crée, c'est le fait, avant même le phénomène sportif, c'est le fait que des individus se confrontent à des situations où ils ont une épreuve à laquelle chacun participe à armes égales et le résultat est censé désigner le meilleur. Donc la société démocratique organise un système de sélection des individus qui est extrêmement nouveau et extrêmement spécifique. Que fait le sport par rapport à ça ? Eh bien, il en est tout simplement le reflet. Mais que fait le sport aussi ? Il en est le reflet d'une façon qui est encore plus accentuée que le dispositif des concours, parce que la pratique porte sur ce qui est d'emblée chiffrable, vous voyez, sur ce qui est d'emblée visible, sur ce qui est d'emblée susceptible d'être mis en dispositif de chronologie temporelle et en dispositif de séparation spatiale. Donc il y a une sorte de lieu où s'effectue de façon quasi parfaite, quasi idéale, le vœu, le souhait, la vision la meilleure de la société démocratique à travers la pratique sportive. Bon, mais on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué et que d'abord il y a les talents qui distinguent les gens, il y a les possibilités d'entraînement qui distinguent les gens avec des faveurs données au temps, données à l'argent pour s'entraîner. Il y a bien entendu tout un ensemble de biais. Mais reste qu'au-delà de ces biais, la façon dont la mise en scène peut être proposée promeut cet idéal démocratique, malgré ces biais. Alors il me semble qu'il faut tenir compte de ces biais parce qu'on va entrer dans une procédure que vous évoquiez tout à l'heure et qui est une procédure mythologique. C'est-à-dire une procédure où, au fond, ce que l'on voit, c'est le meilleur qui est désigné, avec des armes apparemment imparables, que sont les chiffres, les arbitrages, etc. C'est le meilleur qui est désigné. Et donc, de ce point de vue, je ne veux pas me répéter, mais la société démocratique installe au niveau quasiment d'une sorte de panthéon les meilleurs. Voilà. Voilà ce qu'il est possible de faire. Mais en même temps, on voit bien que c'est beaucoup plus complexe, que des biais sont là. Et finalement, à quoi aboutissons-nous ? Nous aboutissons à cette idée selon laquelle, au fond, c'est vraiment le meilleur qui a gagné, alors qu'on sait
que par ailleurs, dans nos sociétés, c'est très difficile que ce système puisse effectivement s'appliquer. Et c'est en cela qu'il y a un mythe. Un mythe, ça veut dire quoi? Un mythe, ça veut dire que au fond, les individus essaient de résoudre des contradictions en se racontant des histoires. Voyez, c'est ce que Lévi-Strauss montre très bien. Ils essaient de résoudre des systèmes qui ne sont pas totalement ajustés les uns par rapport aux autres, en se donnant une histoire qui les ajuste. Qu'est-ce qui se passe ici? Notre système qui se dit démocratique ne l'est pas aussi fortement que cela. On voit très bien que ceux qui ont plus de possibilités financières sont davantage en mesure d'aider leurs enfants, etc. Bon. Et le sport nous montre, voyez, une sorte d'installation mythologique, en surmontant les contradictions, nous montre de façon visible et d'une manière imparable parce que visible, que oui, nos sociétés font exister des confrontations où les meilleurs émergent d'un dispositif où tous ont pu participer. C'est en cela qu'à mon avis, le sport a une dimension mythique, mais je trouve que autant on peut critiquer, bien sûr, autant cette dimension mythique me paraît précieuse, parce qu'elle est précieuse pour la démocratie. Qu'il y ait un écart entre les exigences formelles, les principes, le contrat social par exemple de Rousseau, et les conditions réelles, par exemple la démocratie réelle, qu'il y ait un écart entre les deux, ça peut être fécond, ça peut générer au fond toute une conscience politique, un progrès politique, mais ça peut aussi provoquer un éclatement. Par exemple politiquement, ça peut séparer la sphère politique de la sphère citoyenne, où finalement les choses se passent ailleurs, on se désintéresse, c'est la désaffection, un peu Tocqueville, si vous voulez. Est-ce qu'il n'y a pas dans le sport une dérive de cette nature? C'est-à-dire que ce qui a été idéalisé finirait par devenir presque absent, au fond, des enjeux sociaux. Mais je pense qu'en fait, il y a plusieurs dérives. Il y a plusieurs dérives possibles. Il y a une dérive qui est quand même plus ou moins, qui peut être récupérée. Autrement dit, c'est la dérive que peut représenter le mensonge, la tricherie, etc. Si la tricherie est trop visible, trop apparente, autrement dit, si finalement les gens ne sont pas mis en position d'égalité au départ et que les avantages sont trop présents sur l'un ou sur l'autre, je pense qu'il y a une perte de crédibilité de la pratique. On le voit très bien dans la manière dont certains sports ont perdu du prestige, je pense à la boxe par exemple, mais on le voit très bien aussi dans la façon dont certains sports sont sortis de la sphère sportive, comme le catch, vous voyez, on n'y croit plus, ou comme le cirque n'est pas une pratique sportive. Donc il y a quand même incontestablement un seuil de dérive à partir duquel la crédibilité n'est plus présente lorsqu'on parle de tricherie visible et ouverte. Mais je pense qu'il y a trois grandes dérives possibles. C'est le fait que les acteurs, les pratiquants, perdent toute vision du collectif au bénéfice d'une vision éminemment individuelle, réussir à tout prix, faire tout pour l'emporter, et que cette grande vision, appelons-la coubertinienne, qui date de la fin du 19e, grande vision selon laquelle c'est au fond la générosité qui l'emporte, c'est le sacrifice, etc. Cette vision se révèle être en définitive relativement superficielle. Là, je pense que une fois encore, je ne veux pas simplifier les problèmes, mais je pense que dans ces comportements-là, à la fois les formateurs, oui, du plus bas au plus haut, les formateurs, les administrateurs, l'État ont des responsabilités. Ont des responsabilités sur la façon dont ils forment les gens, sur la façon... Je crois qu'il faut former les formateurs, il faut les former de façon extrêmement exigeante, sur la façon dont ils surveillent les biais, etc. Bon, c'est un premier niveau de réponse, mais il y a trois dérives fondamentales et qui sont effectivement inquiétantes. La première dérive, c'est la violence, dans la mesure où les enjeux... Il y a une chose dont nous n'avons pas parlé et dont il faut absolument parler, c'est la spectacularisation. La spectacularisation devenant de plus en plus importante, les enjeux deviennent de plus en plus importants. Alors pourquoi il y a spectacularisation? On en parlera tout à l'heure. Mais les enjeux deviennent de plus en plus importants et du coup, le fait de réussir à tout prix, y compris à partir de gestes qui sont transgressifs et violents, et effectivement, ce fait-là est de plus en plus présent. Donc je crois que là,
il y a une responsabilité partagée par tous, à savoir les fédérations, les entraîneurs, vous voyez, sur un autre objet, l'État, etc. Et une fois encore, je pense que certaines violences doivent être gérées par l'État, doivent être gérées par le pénal, et pas seulement gérées par la fédération. Bon, il y a une deuxième dérive que tout le monde connaît, c'est la dérive financière, c'est-à-dire le fait que les investissements sont extrêmement lourds et des investissements tentent d'arnaquer. On l'a vu dans bien d'occasions sur l'organisation de certains matchs, etc. C'est une deuxième dérive difficile à cerner et difficile à contrôler, parce qu'elle est évidemment totalement masquée. Et il y a la troisième dérive que l'on connaît bien aujourd'hui et qui s'est accentuée parce que les possibilités scientifiques se sont considérablement développées. La troisième dérive, c'est le dopage. C'est le fait que les pratiquants recourent à des procédés qui transforment complètement leur qualité physique. Alors là, il faut peut-être commenter un instant. Parce que c'est pas, à mon avis, l'inquiétant, c'est pas le fait de transformer ses qualités physiques. Tout le dispositif sportif est allé dans ce sens, à travers l'entraînement, la formation, la surveillance médicale, etc. Tout l'appareil sportif est fait pour améliorer les qualités physiques. Donc c'est pas ce problème-là qui est en jeu. C'est pas non plus le problème portant sur l'artificialisation des qualités. L'artifice est présent en permanence dans l'univers sportif, à partir simplement des espaces. Les espaces sont des espaces artificiels, bien entendu. Les engins, les objets, une haie n'a plus rien à voir, une haie de stade n'a plus rien à voir avec une haie de jardin. Donc l'artifice est partout. Ce qui est véritablement le vrai problème, très compliqué, sur lequel j'avoue personnellement avoir mes propres limites, le vrai problème, c'est celui d'un danger sur la santé des participants. Avec de surcroît la difficulté de définir la santé. Vous voyez ? Parce que, après tout, on peut très bien imaginer des améliorations physiques totalement étonnantes qui nous paraîtraient aujourd'hui inacceptables parce que transformant complètement les corps, et puis peut-être susceptibles dans un jour à venir de les faire vivre davantage encore ces corps. Donc c'est extrêmement compliqué. Et moi je pense que manque à ce sujet vraiment et fondamentalement un comité d'éthique international qui réfléchirait très profondément sur les transformations, leurs risques, leurs concrets, etc. Donc ça donne, vous voyez, beaucoup de voix qui, pour certaines d'entre elles, sont des voix inattendues et des voix inquiétantes. Avec en plus une question que l'on oublie. Si l'on revient sur le dopage, moi, je trouve qu'il y a un immense progrès dans le contrôle. Et il y a un immense progrès, par exemple, consistant à désigner des fautifs, ce qui nous donne, nous, le sentiment que les dopés sont plus nombreux qu'auparavant. Or, lorsque vous faites des entretiens avec des sportifs des années 50 et des sportifs des années 60, à des époques où le contrôle n'existait pas, vous voyez très bien que le dopage était immensément présent. On appelait ça le doping, immensément présent dans les pratiques. Y compris d'ailleurs chez les gens qui préparaient des concours. Évidemment. Y compris d'ailleurs, vous avez tout à fait raison. Bah, bien entendu. Puisqu'on a adopté un axe historique, on périodise quand on adopte un axe historique, est-ce qu'il y aurait l'équivalent dans le statut du sport, dans la conception ou la vision que l'on a du sport, avec le reste de notre société, c'est-à-dire est-ce qu'on serait passé d'un monde industriel à un monde post-industriel? Est-ce qu'il y aurait une crise au fond de la représentation sportive comme il y a une crise de la démocratie? Est-ce qu'il y aurait une post-modernité? Est-ce qu'on peut envisager ici quelque chose qui redéfinirait le sport dans ses principes? Je vous donne un exemple, l'institutionnalisation. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, beaucoup de gens ne font pas du sport hors institution? Est-ce que ça n'est pas un signe, au fond, d'une crise du système? Ah oui, vous avez absolument raison, mais restons un instant sur le thème de la modernité, de la postmodernité. Si tant est que, vous connaissez Baudrillard aussi bien, sinon mieux que moi, si tant est que la modernité est le monde qui vise du progrès, qui vise une avancée quasi indéfinie, et la postmodernité se pose des questions sur le progrès, se pose des questions sur la transcendance. Est-ce qu'il y a encore un discours possible sur des sociétés complètement différentes de la nôtre, etc. C'est comme ça que l'on peut envisager cette distinction modernité-postmodernité. Alors restons un instant sur cette question. Moi je trouve que l'univers du sport est en fait très fortement dans l'univers de la modernité.
c'est-à-dire dans l'univers d'un progrès indéfini. Regardez la question des records. Les records, ce n'est rien d'autre que cette idée selon laquelle s'inscrit sur un tableau que tout le monde peut regarder et qui est un tableau d'une avancée indéfinie, avec de surcroît la possibilité d'avancer de façon indéfinie dans une amélioration des qualités de rendement et de performance. Donc l'univers du sport reste très fortement dans l'univers moderne. Et pour reprendre ce que vous disiez, passerait dans l'univers post-moderne, passerait un certain nombre de pratiques qui sont des pratiques d'entretien de soi avec soi, qui sont des pratiques d'approfondissement de notre propre sensibilité, qui sont des pratiques consistant à s'éprouver autrement que nous nous éprouvons, etc. Vous voyez ? Alors, il faut continuer un instant sur cette question, parce que je trouve, vous avez tout à fait raison, je trouve qu'elle est extrêmement importante. Et il me semble qu'il faut penser le phénomène sportif dans le cadre de la postmodernité. Et je crois que c'est précisément parce que nous sommes dans la postmodernité que, curieusement, le phénomène sportif a les échos que nous lui connaissons. Nous sommes dans le monde de la postmodernité, c'est-à-dire dans un monde où les transcendances ne sont plus aussi fortes et aussi présentes qu'elles ne l'étaient. On n'a plus de lendemain qui chante, on n'a plus de grands discours rhétoriques. C'est le fameux livre magnifique de Lyotard sur la postmodernité. On n'a pas de projet qui serait les lendemains vont transformer, le bonheur est à nos portes. On n'a plus ce type de discours-là. On est dans le discours du présent, etc. Or, le sport maintient. Non pas ce discours d'un demain qui va complètement changer, mais le sport maintient cette idée d'une amélioration constante, cette idée d'un monde de la légende. Vous savez, quand un tel champion a réussi, il entre dans la légende du sport, il entre dans une sorte d'espace particulier, qui est une sorte d'Olympe, existant dans je ne sais quel secteur de notre imaginaire. Et cette pratique résiste presque, me semble-t-il, sur un mode quasi nostalgique. Nous sommes dans une société où la religion s'est assez fortement effacée. Nous sommes dans une société où le projet alternatif politique s'est assez fortement effacé. Donc, les grands personnages prophétiques sont moins présents. Restent les grands personnages de performance qui nous étonnent, et que sont les personnages sportifs. Et je pense que, du coup, il y aurait une grande réflexion à conduire là-dessus. Il me semble que le sport est totalement fascinant, parce que c'est un lieu où peut s'installer de la nostalgie de la nostalgie de la perfection, vous voyez, visible, susceptible d'être mise en évidence à travers les podiums. Regardez le podium, c'est une manière d'installer dans de l'espace celui qui est au-dessus, celui qui est en dessous, celui qui avec son laurier va monter dans l'Olympe. Vous voyez, il y a une sorte de fabrication d'un espace de l'Olympe dans le système sportif, espace qui s'est largement effacé dans l'horizon de nos sociétés. Donc une nouvelle transcendance, de nouvelles formes de transcendance. Exactement. Intériorisées. Exactement. Mais il y a une donnée dont nous en avons peu parlé, qui me paraît moi très importante, qui est la spectacularisation. Et je pense que il faut dire un mot de la spectacularisation, parce que elle existe grâce, bien entendu, à un temps de loisir qui a considérablement grandi. On a du temps pour assister au spectacle, y aller, regarder. On avait beaucoup moins de temps auparavant. Ce temps est davantage partagé. Mais cette spectacularisation, aujourd'hui, elle passe aussi par d'autres données qui sont extrêmement originales, dont la télévision. La télévision permet quand même de diffuser à des échelles impensables, il y a encore une trentaine d'années, permet de diffuser à des échelles qui sont cosmiques, des événements qui sont excitants dans la rencontre, dans le côté un petit peu inattendu du résultat, dans le live, vous voyez, on attend, les gens sont au même niveau, etc. Bon. Et ça, je trouve que c'est vraiment très important, parce que s'ajoute une troisième donnée, qui est l'investissement collectif. À la fois, nous sommes dans des sociétés qui se sont profondément individualisées, et le sport permet de faire exister un autre niveau de nostalgie. C'est celui de la focalisation sur le collectif. Vous voyez ? Alors que les États ont relativement reculé dans l'imaginaire politique aujourd'hui, le sport fait vivre fortement quelque chose qui est de l'ordre de l'investissement et de l'identité nationale. Donc
il capte, vous voyez, il capte à la fois de l'excitation tout à fait présente et liée à l'instant, si vous voulez. Et en même temps, il capte de l'imaginaire, je suis désolé de dire nostalgique, parce que ça peut apparaître comme renvoyant à quelque chose qui est de l'ordre du passé, mais je dis nostalgique au sens où c'est un bastion qui, grâce à l'excitation qu'il provoque, permet de faire exister des dimensions imaginaires qui sont en voie de relatif effacement ou éloignement.